Podcast avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 14 mai 2025, une autre édition du Podcast Radar. Encore une fois cette semaine avec Olivier Piment. Ouais, ça va bien, Anthony? Oui, ça va super bien. Et Jacob Langlois-Pelletier. Salut, Jake. Salut, Deso. Les gars, je suis content de vous retrouver parce que c'est pas les sujets qui manquent cette semaine. Évidemment, on va couvrir les différentes activités dans les séries éliminatoires. Beaucoup de nouvelles aussi à travers la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'on a un podcast bien chargé. Mais je trouve que le sujet qui retient le plus l'attention cette année, du moins à Montréal et au Québec en général, c'est les performances de Connor Hellebuyck. Peut-être parce qu'on a toujours eu un attachement particulier envers les gardiens, mais Hellebuyck est vraiment sous la loupe. Il connaît des difficultés. Il n'a pas une victoire à ses 9 dernières présences en éliminatoire sur la route si on revient à l'année dernière. Vraiment, il ne garde pas les buts dignes d'un gardien de but qui va remporter le trophée Vizina et qui est nommé au trophée Hart. Ça, c'est certain. Puis il y avait beaucoup de gens, avant que les séries commencent, qui avaient dit « Moi, je crois aux Jets de Winnipeg, mais avec un gros si. Ouais. Si Connor Hellebuyck est capable de jouer comme il le fait en saison régulière, pas comme il le fait dans les séries dans les dernières années, puis pour le moment, il livre pas la marchandise. Correct à la maison, disons. Même hier soir, ils ont perdu 3-1 dans le match numéro 5, dans le match numéro 4, excuse, contre les Stars. C'était pas son pire match sur la route, certaines progressions, mais il donne aucune chance à son équipe de gagner pour de vrai. Mais est-ce que tu qualifierais qu'il a été faible hier? Parce qu'on a eu une couple d'opinions ce matin. Il y a plusieurs divergences. Il y en a qui disent que c'est entièrement de sa faute. Moi, je serais pas d'accord avec cette affirmation. Non, il a laissé des buts qu'il aurait dû arrêter. Des buts? Au moins un, disons, qu'il aurait dû arrêter. Mais tu peux pas tout blâmer sur ton gardien non plus. Les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui a gagné le trophée du président. Là. Ouais. Quand tu gagnes le trophée du président, c'est pas une équipe d'un joueur. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui doivent se regarder dans le miroir puis qui doivent améliorer leur jeu. Mais c'est sûr que quand tu as mis autant d'emphase sur Connor Hellebuyck, sur un gardien comme ça, tu l'as dit, il va gagner le Vizina, il y a des bonnes chances qu'il gagne le Hart. On va avoir des discussions sérieuses à Winnipeg dans les prochains jours pour voir s'il va être le partant vendredi. Puis même après ça, une fois que la saison finit, qu'est-ce qu'on fait avec Connor Hellebuyck? C'est ça, une étape à la fois, mais c'est effectivement deux très gros sujets. Commençons dans ce qui est le plus actuel. Match numéro 5 à Winnipeg, pour moi ça ne fait aucun doute, c'est le filet de Connor Hellebuyck. À la maison, il est bon. Ça se passe bien. Dans le match numéro 4, moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé mauvais du tout. J'ai même trouvé qu'il a fait quelques arrêts importants. Il a été battu par Granlund en 3 occasions, mais quand même des lancers de qualité. Ouais. Et sur le premier but, salutations à ses défenseurs qui ont reculé presque dans le bistré. Ouais, exactement. Moi, je suis capable de passer l'éponge, mais c'est vrai que d'un point de vue moral, accumulation, ça fait beaucoup. Mais pour le match numéro 6, si match numéro 6 il y a, est-ce que vous revenez avec Connor Hellebuyck ou est-ce que vous y allez avec Eric Comrie? Je commence avec toi, Jake. Moi, j'y vais avec Hellebuyck quand même. J'y vais jusqu'à la fin, ne serait-ce que pour avoir toutes les réponses pour l'entre-saison du côté des Jets. Je veux voir s'il va être capable de se retourner de bord, de revirer le bateau de bord. Je pense pas. Je pense que ses performances vont continuer. T'sais, on disait quand il a passé en deuxième ronde, OK, ça va bien aller. Finalement, c'est le même Connor Hellebuyck qu'on connaît en séries éliminatoires. Mais je veux avoir les réponses jusqu'au bout, puis je veux pas commencer à avoir des problèmes avec Hellebuyck. Présentement, si je veux en avoir, ça va être pendant l'entre-saison. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le mieux. Là. L'entre-saison, ça me chatouille. Je vais te laisser répondre avant la question. Pour moi, tu peux pas parce que s'il gagne le match numéro 5, tu peux pas retirer ton gardien qui vient juste de gagner un match de série. Tu y vas avec Connor Hellebuyck, tu ride or die avec Connor Hellebuyck. Je veux dire, c'est la vedette de ta franchise, c'est ton gardien numéro 1, puis tu vas assumer toutes les conséquences qui viennent avec ça. Mais pour moi, à ce point-ci, là, t'es allé trop loin avec Connor Hellebuyck pour te retirer maintenant. Ouais, mais t'as pas le T'aurais choix. peut-être dû le faire dans la série de premier tour, ça j'aurais peut-être plus... J'aurais compris. Mais ça reste qu'en plus à la maison, il joue bien. Peut-être que ça va lui donner confiance s'il est capable de gagner le match de vendredi, puis on verra pour la suite. Puis il était plus mauvais contre les Blues. Si on est Vraiment. honnête, là... Oui. Il était pourri contre les Blues. Contre les Blues, c'était vraiment difficile. Moi, j'étais pas mal plus ouvert à ce moment-là, mais là, je trouve que t'as tout à perdre que d'envoyer Eric Comrie dans la mêlée. OK, si tu gagnes, tu passes pour un génie. Mais si tu perds, dans un contexte de match éliminatoire, alors que t'es dans les câbles, d'envoyer ton deuxième gardien de but, alors que t'as un gardien de but élite de la Ligue nationale de hockey sur le banc, c'est catastrophique pour ton équipe, c'est catastrophique pour la suite des choses. Hellebuyck, tu le perds-tu? Est-ce que tu l'affectes sur le long terme? Tu as mentionné les mots entre-saison. Jake, moi, ça m'intéresse au bout. Ouais. Si jamais ça se passe pas bien, tu remets Hellebuyck dans le match numéro 6, puis encore une fois, contre-performance, ou du moins tout simplement défaite, et qu'il soit bon ou non, s'affiche sur la route, c'est 0-10.
est-ce que tu peux réellement apporter des changements? Est-ce que tu peux réellement échanger le Buck? Je m'excuse, mais je ne pense pas. Là. Tu penses pas qu'il est échangeable? Moi, je pense qu'en tant qu'organisation, tu peux pas te départir d'un gars comme ça. OK, en tant qu'organisation, oui. Mais il y en a d'autres qui lèveraient la main, c'est certain, pour mettre la main sur les Bucks. Assurément. Ouais. Mais si t'es les Jets de Winnipeg, tu laisses-tu partir... Hey, juste vous rappeler, là, je vais leur dire, les Jets de Winnipeg. Exactement. Ça court pas au Il a but pour aller accepté- jouer là-bas. Là. Il a accepté à signer une prolongation de contrat. Il est là jusqu'en 2031. Exact. On n'était pas sûr qu'il allait le faire au début. Lui, il s'est dit, écoute, c'est correct, je vais rester ici à long terme. Ce serait un solide désaveu d'échanger la vedette de ta franchise à cause de quelques performances, de contre-performances, parce que tu vas le remplacer premièrement par qui? Puis deuxièmement, tu l'as bâti autour de qui ton équipe après? Mais C'est pas une formation qui regorge de vedettes non plus. Là. Exact. Je suis à la même place que toi. C'est un pensez-y bien. Certains diront, ouais, mais tu le conserves, mais tu perds tout le temps en série, tu frappes toujours le même cul-de-sac. Ben, Je comprends. Mais à un moment donné, il faut que tu mises sur le talent. Puis t'es les Jets de Winnipeg aussi. T'as pas les mêmes standards que d'autres organisations de la Ligue nationale de hockey. C'est Bon, qu'est-ce que dommage. tu veux dire par là? C'est dommage, mais c'est pas une organisation nécessairement à cause du fait que t'es à Winnipeg. Les joueurs ont moins tendance à vouloir jouer là. On en a vu plusieurs dans les dernières années vouloir quitter. Jacob Trouba, Blake Wheeler notamment. Adam Fox. Ouais, Wheeler, je pense que c'est différent. Pas Adam Fox, excuse-moi, Ouais. mais Jacob Trouba, oui. Puis, donc, tu as cette réalité-là que c'est plus difficile de construire une équipe. C'est pas comme, par exemple, les Golden Knights où tout le monde veut jouer là et où tu peux prétendre, année après année, à on va toujours être capable de bâtir une formation gagnante. Ouais, mais Chez les Jets, tu bâtis ton équipe par le repêchage, tu vas jamais être capable de faire les acquisitions pour être prétendant. je comprends, mais dans ma tête, ça, c'est pas des standards. Les standards, c'est des objectifs de franchise. Je pense que cette franchise-là, avec la base de partisans qu'ils ont, a quand même des aspirations de gagner. T'as les aspirations de gagner, c'est sûr, mais je crois que tu peux pas avoir un standard aussi élevé que les Rangers de New York, que les Bruins de Boston, que les Golden Knights, que les Panthers de la Floride, qui sont des organisations aussi qui ont plus d'argent. Tu sais, on s'entend à Winnipeg. Écoute, on avait de la misère à remplir le building au début de l'année. Là. C'est Ouais. pas une organisation qui a énormément de ressources. Je crois que juste le fait d'être compétitif année après année, tu devrais être satisfait de ça. Puis tu peux pas avoir non plus la mentalité de, écoute, on échange nos vedettes et des choses comme ça. Tu Ouais. prends les joueurs, tu prends tous ceux qui veulent jouer avec toi, puis tu fais de ton mieux avec ça. En tout respect, Oli, là, moi, je trouve que c'est une attitude un peu de perdant. Tu sais, je trouve que tu te contentes de peu. Dans le sens que tu as une formation qui a gagné le trophée du président. Si tu me dis qu'en tant qu'organisation, de par le fait qu'on est à Winnipeg puis qu'il fait froid, on est satisfait du fait qu'on a battu les Blues de Saint-Louis au premier tour et qu'on a perdu en deuxième ronde, je trouve que c'est un peu poche comme mentalité. Dans ma tête, si tu devrais toujours... Tu sais, je te dis pas que chaque équipe doit être déçue de son parcours éliminatoire. Évidemment, il y a une question d'attente. Quand tu gagnes le trophée du président, tu peux pas être satisfait de rentrer à la maison aussi rapidement. Là. Je suis d'accord, mais regarde cette équipe-là sur la glace. Là. Tu sais, t'es mené par Mark Scheifele, Kyle Connor, Josh Morrissey. Est-ce que selon toi, vraiment, c'est une équipe avec un effectif qui est comparable aux autres puissances de la LNH? Non, OK, c'est pas le... Je comprends, là, ils n'ont pas de McDavid, ils n'ont pas de McKinnon, Ouais. mais ils ont quand même un groupe profond. À ce que tu viens de nommer, je vais te rajouter Nick Ehlers, je vais te rajouter Velarde, je vais te rajouter quand même, ils ont des éléments de soutien intéressants, les Jets. Quand Vegas a gagné la Coupe, là, c'était un beau groupe d'équipes complet. Là. Oui, Eichel s'est élevé comme un joueur franchise, puis il avait été super bon, mais ça reste que c'était pas une formation qui avait vraiment un visage à la tête. Là. C'est qu'on avait différents éléments à gauche et à droite qui ont contribué, notamment Jonathan Marchessault en tête de liste avec son Conn Smythe. Là. Ouais, mais c'était aussi une défensive qui avait des gars comme Pietrangelo, comme chez Theodore. C'était une équipe quand même qui était plus complète à Mais Vegas quand on avait gagné. s'entend que c'est ça, complète. Mais c'est ça mon point. Ouais. Les Jets, c'est une équipe complète. C'est une équipe super bien bâtie. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'elle est bien bâtie seulement pour la saison régulière ou si c'est une équipe qui est capable d'élever son jeu d'un cran rendu en série. Et dans ce cas-là, si tu reposes sur une équipe qui est bâtie, tu peux pas te permettre d'échanger les Bucks. Parce que c'est lui un peu la cerise sur le Sunday, tout ça. C'est le gars qui fait en sorte que tout tient ensemble. Parce que les Jets, avec un gardien moyen, aucune chance qu'ils gagnent le trophée du président, aucune chance qu'ils font les séries année après année. Ouais, mais en même temps, ça, tu sais, je t'enlèverais le meilleur joueur de ton équipe, n'importe quelle formation. Tout le monde pique du nez. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est parce qu'eux, c'est devant le filet. C'est un peu c'est le syndrome Carey Price au final qu'on a vu Exactement. à Montréal pendant tellement d'années. La discussion serait peut-être pas la même
si les officiels sur la glace n'avaient pas rendu la même décision. Souvenez-vous, dans le match numéro 3, Alex Petrovic, Ouais. le patin, la rondelle bottée, finalement, Hellebuck joue la rondelle, c'est l'interprétation qu'on en a fait, et elle se retrouve devant le but. J'ai étudié les règlements de la Ligue nationale de hockey comme plusieurs, et ça dit qu'une rondelle qui dévie sur le gardien, le but va être refusé. Donc, ça veut dire qu'on a jugé que la rondelle n'a pas dévié sur Hellebuck, mais il a vraiment fait un geste qui a fait en sorte qu'il a été pas en contrôle, mais suffisamment. Il savait suffisamment ce qu'il faisait avec la rondelle. Donc, on a accordé le filet. Peut-être que la bonne décision n'a pas été rendue. Et à ce moment-là, c'est l'égalité. Peut-être qu'on a une toute autre série, messieurs. Là. Je suis d'accord, mais tu peux pas non plus blâmer un jeu pour une série complète. C'est sûr Non. que ça aurait changé bien des choses, mais je crois que c'est un peu une excuse facile pour les Jets de dire « Ah, ce but-là, s'il Pas une avait été excuse, accordé... C'est pas une excuse. Dans ma tête, c'est plus un point tournant. Un what if. Oui, ça, c'est sûr. Quelque chose qu'on le saura jamais, qui est pas directement responsable. Tu sais, Surtout que c'est sur la route. Les Jets en arrachent sur la route. ouais, puis là, ça allume la foule. Ouais. Puis là, après ça, t'as même pas le temps de t'en remettre. Puis c'est quoi, à peine une minute plus tard, Rantanen traverse tout le monde, il fait 4-2. Et le 6-7 minutes pour prendre une décision, ça tue ton momentum. C'est catastrophique niveau produit télévisuel, niveau pour les joueurs. Tu as perdu Ouais. toute ton énergie, le momentum que tu avais. C'était pas une belle séquence en général, je dirais, pour la Ligue nationale de Non, hockey. on s'entend là-dessus. C'est pas les seuls gardiens qui retiennent l'attention. Je vais être de ton côté, Jacob. Les Oilers d'Edmonton, ça, c'est toujours la boîte à surprise. Hein. Calvin Pickard arrive en relève à Skinner, gagne tout, se blesse, ramène Skinner, compliqué. Finalement, Skinner, blanchissage. Quand même assez spectaculaire du côté des Oilers. On dirait qu'on n'est pas capable d'aller dans le milieu. C'est toujours dans l'extrême avec nos gardiens. Ben, c'est ça. C'est le genre de formation où il y a des coups d'éclat un peu partout avec des joueurs comme McDavid, Draisaitl. Puis je suis pas d'avis des gens qui ont dit que cette équipe-là pourrait gagner avec n'importe qui devant le filet. Je pense que Skinner a réussi à faire une bonne performance dans le dernier match. Puis il faut lui donner crédit. Il a été capable de se relever. Puis c'est pas une situation facile pour un gars comme Skinner. Là. Ça fait plusieurs années qu'il y a des déboires en séries éliminatoires, des choses comme ça. Il y a un Pickard qui rentre, qui est tout feu, tout flamme, qui sort un peu de nulle part. Mais écoute, c'est assez fou. J'ai hâte de voir le reste de la série. T'sais, on va aller de quel côté au niveau des gardiens. Mettons que Pickard est en santé là, pour le prochain match. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Ben, t'as pas le choix de retourner avec Skinner. Il a eu, Ouais, il a eu tu le vas- blanchissage. C'est ça. C'était le gardien de but que tu avais identifié comme un numéro 1 au début des séries. Moi, je pense que tu conserves Skinner, mais du moment que ça se passe pas bien, si Pickard est là, retourne sur le banc, mon ami. Là. Tu y vas avec une espèce de rotation à 2 gardiens. Tu joues celui qui joue bien jusqu'à temps qu'il y en a un qui prouve le contraire puis Exact. qui mérite à 100% le filet. C'est vraiment une situation particulière du côté des Oilers d'Edmonton, mais ça reste que j'ai pas l'impression que c'est très soutenable à très long terme dans ces séries-là. Tu vas-tu vraiment battre, je sais pas, les Vegas et Dallas avec des points d'interrogation devant le filet? Pas sûr. Mais en même temps, c'est une équipe qui me surprend énormément parce que cette année, contrairement au passé, pas qu'ils ne sont pas bons, mais c'est plus une équipe qui regarde uniquement en direction de Draisaitl et vraiment McDavid. On a une production offensive qui peut venir de Vander King. On a une production offensive qui peut venir de Corey Perry. Pas de Colzin a même marqué des buts importants. Adam Henrique. Adam Henrique, Trent Fredericks est impliqué sur. Puis là, Evan Bouchard en arrière et récolte des points quand même beaucoup. Fait que tu sais, t'as une équipe quand même qui est intéressante parce que l'attaque peut venir un peu partout. Et combien de retours qu'on a réussi à effectuer, ça aussi, est-ce que c'est soutenable? Je le sais pas. Moi, je te le dis, les Oilers, j'ai tellement de difficultés à les prédire. Si je reviens l'année dernière, les 4 fois, j'ai pris leur adversaire. Finalement, j'ai seulement eu raison en finale. Et là, à date, les 2 fois, j'ai pris leur adversaire. Je ne sais pas pourquoi les Oilers, je suis pas capable. On dirait que Mais je regarde leur formation, puis je compare, puis je me dis tout le temps, l'équipe rivale les plus complètes, je vais aller de l'autre côté, puis ils me font constamment mentir. Ben, ils nous surprennent tout le temps, là, surtout cette année, les Oilers, avec les nombreux comebacks, ces choses-là. Mais tu dis que c'est pas viable. Pourtant, j'ai l'impression qu'on dirait que ça va l'être cette année pour les Oilers. Puis ça n'a pas l'air de les déranger. J'ai l'impression qu'une situation comme ça, dans n'importe quel marché, n'importe quelle équipe, ça serait le point d'interrogation, ce qu'on parle tout le temps. Mais cette équipe-là n'a pas l'air si dérangée que ça, là, de voir un autre gardien devant son filet. On se présente quand même, peu importe le gardien qui est derrière nous. Là. Ouais. Mais parce que c'est un peu comme le grand mystère de la Ligue nationale, les Oilers. Ils sont totalement à l'encontre de tous les standards qu'on a, toutes les façons qu'on voit. OK, ça, c'est une équipe championne, ça, c'est une équipe prétendante. Eux, c'est le contraire. Tu as des points d'interrogation devant le filet, tu as une défensive qui est vraiment inégale. Tu sais, tu te dis, OK, c'est quoi une bonne défensive en série? C'est une défensive avec de la profondeur, 1 à 6, des gars qui sont capables de jouer beaucoup de minutes, Ouais. responsables défensivement, physiques.
eux, c'est absolument n'importe quoi. T'as un Evan Bouchard qui, dans sa zone, peut être catastrophique. En attaque, il repose sur 2 joueurs. Cette année, un peu moins le cas, mais je crois que c'est pour ça qu'on a un peu de la difficulté à les analyser concrètement parce que on voit rarement ça au hockey. Une équipe qui est bâtie de cette façon-là, mais elle trouve moyen de nous faire mentir année après année. Là. Rapidement, je le dis au passage là, parce que je veux qu'on reste sur les Oilers d'Edmonton. D'après moi, le pire gardien dans cette série-là, il ne porte pas les couleurs des Oilers. Ouais. Et Daniel est vraiment mauvais. Est-ce que les Oilers seraient à la même place si Daniel gardait les buts comme il est capable de le faire? Je le sais pas. Parce que pour vrai, il a donné un but, là, je me souviens plus à qui, là, mais dans la série, il y a une rondelle qui a traversé le corps. Là. Le disque a frappé le filet en plein milieu. Là. Puis Daniel était dans son but. Là. Fait que tu sais, je pense qu'il y a ça aussi à considérer dans l'équation pour Edmonton. Mais quand même, il faut lui donner, je leur enlève rien. Puis pour vrai, c'est la prédiction que ça me dérangerait pas de me tromper. Je les trouve quand même agréables à regarder, les Oilers. C'est une équipe qui est le fun à regarder, puis je leur souhaite. Ça ferait une belle finale d'association, que ce soit les Jets ou les Stars de l'autre côté, face aux Oilers d'Edmonton. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt, jusqu'à 100$ canadiens. Je voulais rester sur les Oilers parce que si on dresse le top 10 des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale de hockey, on s'entend tout pour dire que McDavid et Draisaitl sont pas besoin de descendre bien loin la liste avant de les trouver. C'est plus facile de gagner quand tu comptes sur 2 des meilleurs joueurs au monde. Est-ce que ça veut réellement dire que tu as une équipe qui est bien construite? Et à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que le directeur général a beaucoup de crédit? Ou ils ont été chanceux? Ils ont gagné la loterie McDavid et Draisaitl leur est tombé dans les mains l'année de son repêchage. Ouais, puis ils ont été chanceux malgré tout. Malgré eux, exact. Au début des années 2010, ils ont eu 3 premiers choix au total. On pourrait retourner dans ces repêchages-là. Évidemment, Yakupov, flop monumental. Ryan Nugent-Hopkins n'a jamais vraiment répondu aux attentes. Puis Taylor Hall, si tu avais à refaire le repêchage, il partirait sûrement pas numéro 1. Fait qu'ils se sont retrouvés avec ces 2 cadeaux-là, malgré des bafouages au repêchage, malgré vraiment des mauvaises sélections. Chose qu'il ne pourrait plus faire aujourd'hui avec les nouveaux règlements. Que tu peux gagner seulement 2 fois la loterie sur un espace de 5 ans. Exactement. Puis Leon Draisaitl aussi, 2014, aurait clairement dû être premier au total. On a été chanceux aussi de ce côté-là. Pour moi, c'est dur de vraiment donner le crédit aux gestionnaires qui ont été en place, que ce soit avant avec Ken Holland ou même maintenant avec Stan Bowman, de dire c'est vraiment eux qui ont construit une équipe gagnante versus t'as peut-être 3 meilleurs joueurs au monde. Regarde, je sais que c'est pas Stan Bowman, c'était Jeff Jackson à ce moment-là, mais tu sais... Jeff Skinner, là, on en parle, il va enfin faire les séries. Ouais, il fait un match. Il a fait un match, il a été mauvais et ils l'ont benché. Puis t'as perdu Dylan Holloway à travers tout ça. Exact. Il vient de faire 60 points avec les Blues. Victor Arvidsson. Puis là, on a bougé, on a essayé des choses. Moi, j'aime bien Trent Frederick, ceci dit. Ça, je pense que ça va. Mais je trouve que cette façon-là, puis ça m'amène au sujet de Ken Holland qui est pas encore confirmé, du moins pas au moment où on enregistre le podcast. On verra si... ça devrait être annoncé jeudi. Ça devrait être annoncé jeudi. Bon. Ouais. Excellent. Merci, Oli. Moi, je trouve que Ken Holland, on lui donne beaucoup de crédit pour les Oilers. Mais je trouve que c'est un directeur général qui est dépassé. Puis comprenez-moi bien, j'essaie pas d'avoir une grosse tête puis de me penser plus pertinent qu'un autre. Je le sais que Ken Holland connaît plus son hockey que moi. Ces gars-là, c'est pas des caves, puis ils ont une raison pour laquelle ils sont embauchés dans les postes qu'ils occupent. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de chance, puis je trouve qu'il a fait quand même quelques erreurs. D'aller chercher Duncan Keith en fin de carrière, alors que ça aurait dû être un boulet financier, mais qui a payé pour aller le chercher. Il a fait des signatures, sauf erreur, c'est lui qui a fait Jack Campbell. Tu sais, je trouve que je suis pas prêt à dire qu'il mérite tant de crédit que ça pour l'apparition en finale de la Coupe Stanley des Oilers l'année dernière, qui se rendent jusqu'en match 7. Et là, ils sont à une victoire de faire encore une fois le corridor cette année. Là. Non, ça c'est sûr. L'acquisition de Mathias est comme... en série... Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Il est blessé. Il est blessé. Mais c'est vrai que ça c'est bien. Il fait pas partie de ce parcours. Ça a été un des rares bons coups, mais t'as raison que c'est un gars qui semble un peu être dépassé par son temps, Ken Holland. Puis on peut remonter avant ça même à ce que Peter Chiarelli avait fait chez Oilers. C'était pas bon non plus. Lui, il avait fait Mikko Koskinen. Ouais, c'est catastrophe. Il y a le contrat de Darnay Nurse aussi, là, qui est épouvantable du côté de Ken Holland. C'est vrai, c'est un bon Gros point. travail de Ken Hughes là-dessus. Oui. Peut-être son meilleur coup à vie. Oui, c'est vrai, effectivement. On disait il y a pas longtemps que c'était peut-être le pire contrat de la Ligue nationale, Darnay Nurse. Je suis pas prêt à aller là. Moi, j'irais du côté de San Jose, le pire contrat de la Ligue nationale. Avec... Vlasic. Oui, Vlasic, c'est vrai.
Vlasic, Ouais. c'est difficile. Il en reste plus gros au moins. Là. Il en reste plus gros, mais je pense qu'il reste encore une saison, Vlasic. Sauf erreur, là. Jonathan Huberdeau aussi, c'est pas fameux. Ben, Huberdeau, c'est que ça va faire mal plus longtemps, tandis que Vlasic, là, c'est quasiment terminé. Pour un gars qui est benché. C'est ça, Vlasic, il reste un an à 7 millions. Ouais, ça, j'avoue que c'est particulièrement mauvais. Ouais. Puis Seth Jones, on disait que c'était un des pires contrats de la Ligue, mais là, avec les Panthers, il est devenu le défenseur numéro 1 de l'équipe, fait que tu peux plus... Cet argument-là est plus valide. Mais retenu de salaire aussi, par contre. Retenu de salaire qui rend ça beaucoup plus potable. Mais ouais... Mais Caroline a un drôle d'héritage à Edmonton quand même. Je veux dire, on l'a tassé après s'être rendu en finale de la Coupe Stanley. Là. Est-ce qu'on l'a tassé ou il était tanné? Parce que... Tanné de quoi? Pourquoi tu quitterais les Oilers? Mais comment tu peux tasser un gars qui t'a amené là? Je veux dire, tu vas me dire, Marc Bergevin s'est fait congédier peu après avoir amené le Canadien en finale. Ouais. Mais là, c'était vraiment dans les secondes qui ont suivi. Mais c'était annoncé, on le savait qu'il était parti. Là. Ouais. Donc, peu importe les résultats, on avait fait notre tête du côté des Oilers. Est-ce qu'on savait qu'on voulait aller chercher Stan Bowman? Est-ce que c'était peut-être ça aussi? Peut-être. Intéressant, mais tu sais, je trouve que peut-être que tu sous-estimes un peu son apport. Je veux dire, il y a des signatures comme celle de Zach Hyman. Sur le coup, on l'a tous traité de fou. Zach Hyman, c'était un... Ouais. Ben, je vais pas dire un joueur de profondeur. C'était un agité, c'était un joueur de quoi? Une cinquantaine de points avec les Maple Leafs. Il a marqué 50 buts l'an passé. Ça, c'est vrai. Ça, faut lui donner crédit. C'est pas si pire que ça, mais après ça, du côté des Kings de Los Angeles, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il y a plusieurs chantiers avec cette équipe-là. Là. C'est une équipe avec des joueurs vieillissants, Kopitar, Doughty, qui ont encore des contrats quand même imposants, mais t'as aussi quelques jeunes, t'es à la Quinton Byfield, Brent Clark. C'est pas facile comme poste à Los Angeles. Si toi, tu t'étais... Mettons, si t'incarnes Greg Langto, ton partenaire sur le Tailgate Weekend, t'es-tu heureux de voir débarquer Ken Holland comme directeur général? Moi, je serais apeuré. Non, je suis pas heureux. J'aurais préféré quelqu'un de plus jeune, de plus... Je trouve que quand tu regardes c'est les directeurs généraux qui font le mieux présentement dans la Ligue nationale de hockey. On peut penser à Bill Zito avec les Panthers de la Floride, Kent Hughes avec le Canadien, Julien Brisebois, des gens dans ce profil-là, des gens qui sont plus analytiques, cérébraux, cartésiens, qui ont un plan, puis qu'ils respectent ce plan-là à la lettre. Puis je suis sûr qu'ils doivent avoir 10 000 fichiers Excel où ils planifient déjà en 2042 le plafond salarial. C'est des gens que tu as vraiment l'impression qu'ils ont un plan puis qu'ils le suivent. Ken Holland, j'ai jamais eu l'impression que c'est ça. C'est un directeur général de la vieille école. Il se lève un matin, il se dit bof, je vais faire cet échange-là, je vais appeler telle personne. Moi, j'aurais préféré qu'on opte pour quelqu'un de plus jeune, quelqu'un avec un profil différent, versus Ken Holland, que j'ai peur des bombes qui pourraient faire exploser à Los Angeles. Parlant du directeur général Nouvelle Garde, Lou Lamoriello a décidé de rester avec l'organisation des Islanders de New York. Il s'est fait montrer la porte. Il a quitté, on dit d'un commun accord, les Islanders, mais va devenir conseiller spécial au propriétaire Scott Malkin. Et en théorie, il ne va pas se mettre les mains dans les opérations hockey. Je sais pas si j'ai une valise dans le dos, je sais pas si vous pouvez vérifier. Là. Non, mais honnêtement, là, si t'es... Parce que là, il y a Mathieu Darche, son nom revient beaucoup, Marc Bergevin, Jarmo Kekalainen, ce sont les noms là, qui ont circulé dans les derniers jours. Si t'es un de ces gars-là, tu y penses à 2 fois quand même avant de prendre le poste. Parce que si tu décides de faire des manœuvres drastiques avec l'équipe, t'as peut-être un Lamoriello qui est pas bien loin, ou son fils, qui est l'assistant au directeur général, Chris Lamoriello, qui peut arriver pour faire tut. C'est pas ça qu'on fait, là. Surtout pour un DG, par exemple, si on prend le cas de Mathieu Darche, ce serait sa première opportunité comme DG. Exact. C'est plus difficile dans ce cas-là de tracer la ligne puis de dire « Moi, je veux faire ça, je veux pas faire ça ». Versus quelqu'un comme Marc Bergevin ou Jarmo Kekalainen, il arriverait avec un bagage, il a déjà eu cette expérience-là de directeur général, ce serait plus facile pour eux, avec leur crédibilité, de dire « Écoute, Lou, non merci ». T'sais? Tandis que Mathieu Darche, ça le mettrait, je pense, vraiment dans une fâcheuse position. Ah, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça pourrait pas être une certaine façon de... genre de pension là, pour Lamoriello? Garde, écoute, on va te tasser de ta place parce qu'on pense que tu es arrivé au bout de tes capacités, mais on va continuer à te payer quand même. T'sais? Deviens un conseiller spécial. Est-ce que tu y crois, Jacob, qu'il va réellement se tenir loin des opérations hockey? Non. Non, en fait, je vois pas comment un monsieur comme ça, qui a toujours eu les mains vraiment dans la pâte, qui était très impliqué toujours, ça fait longtemps là, qu'il est là-dedans, là, ça fait pas quelques années. Là. C'est dur du jour au lendemain de t'enlever de ça, puis de pas vouloir faire les changements que tu veux, puis dire ton opinion sur les décisions. En théorie, oui.
En pratique, je pense que non. Puis moi, c'est justement, je m'en vais dans le point de la direction de Oli par rapport à Darche. Je lui souhaite pas d'aller là parce que s'il va là pour sa première occasion comme ça, vraiment comme DG, d'avoir quelqu'un derrière l'épaule qui te dit « Ah non, ça c'est pas bon » ou « Faut que tu ailles faire ça », c'est plate pour ta réputation. Puis tu vas peut-être faire des moves que t'aurais peut-être pas fait s'il y avait un gars comme Lamoriello. Mais en même temps, les gars, puis vous avez pas tort, mais c'est facile à dire dans notre spacieux studio de la commission athlétique. Mais si le gars, ça fait plusieurs années qu'il ronge son frein et qu'il a hâte d'avoir un poste et qu'il se fait proposer un poste, bonne chance là, pour le dire non. Là. C'est sûr qu'il va dire oui, là, qu'il va le prendre comme poste et tout. Il va mettre ses barrières et ses limites par rapport à ça. Mais du côté des Islanders, je comprends pas qu'on garde encore Lamoriello dans l'organisation. Puis en tout respect, là, j'ai un grand respect pour lui puis tout ce qu'il a su accomplir dans sa carrière, puis pas mal plus que tous nous autour de la table. Mais il y a des choses qui n'ont pas marché du côté des Islanders. On a décidé de le tasser. Mais là, il va quand même être là puis encore avoir son mot à dire. C'est dur à comprendre. Ouais, faut faire attention quand même parce que, tu sais, du recyclage d'entraîneurs, on en voit beaucoup dans la LNH. Des gars qui ont 3, 4, 5, 6 occasions. Chez les DG, plus souvent qu'autrement, tu as une chance. Fait que t'es mieux de faire attention à la job que tu achètes et à la position dans laquelle tu entres. Tu sais, mis à part peut-être justement des gars comme Ken Holland, des vieux de la vieille, là, Don Waddell. Souvent, les directeurs généraux, là, ils ont une chance. Ils ont une chance d'acquérir le statut pour après ça tomber dans le bac à recyclage. Exactement. Tandis que les coachs, peu importe, là, à moins que tu aies fait une job absolument catastrophique, tu vas te faire donner une deuxième chance quelque part, possiblement même une troisième. Ouais. Alors, il faut vraiment faire attention du poste que tu acceptes, de la situation dans laquelle tu embarques. En tout cas, ça va être intéressant de regarder du côté des Islanders de New York parce qu'on a vraiment une situation pas évidente. On vient de gagner le premier show total, mais on a une équipe vieillissante. On est menotté avec plusieurs longs contrats. Je sais pas si vous avez entendu le bloc que j'ai fait avec Gilbert hier. On n'était pas d'accord. Ben, c'est correct. Là. Mais en même temps, sans surprise, puis Gilbert, je l'adore. Et là, sa vision du hockey, comme je te dirais, comme je vous dirais la moitié de nos auditeurs, et l'autre moitié était plus de mon côté, plus axée sur la construction, je vous pose la question. Si vous êtes le directeur général des Islanders de New York, est-ce que vous optez pour une reconstruction, laisser partir les éléments de talent pour vouloir rebâtir puis épurer un peu les mauvais contrats, ou vous vous accrochez, vous essayez d'aller tirer le maximum des vétérans, des Andersley, des Scott Mayfield, des joueurs qui sont plus en fin de carrière pour tenter d'aller accomplir quelque chose dans les prochaines saisons? C'est dur à dire, puis on en a jasé un peu hors d'onde après l'épisode de la semaine passée. Moi, je regarde du côté des Islanders. Oui, il y a beaucoup de mauvais contrats. Il y a des vétérans là, qui sont lourds au niveau de l'équipe, mais il y a des bons jeunes aussi. T'sais, on parlait de Sorokin, Barzal, Dobson. Ils sont quand même jeunes. Puis je vous disais, mettons que tu t'en vas dans une reconstruction et là, tu es dans la cave pendant plusieurs années. Tu as des bons choix de repêchage. Est-ce que tu vas nécessairement en ressortir gagnant par rapport à ça? Est-ce que tu peux dire, OK, je vais avoir vraiment un meilleur alignement que ce que j'ai présentement, un meilleur pool de jeunes? C'est sûr que tu vas en avoir plus. Mais est-ce que le pourcentage de chance est vraiment de ton côté? Si tu prends, comparativement à une autre formation, mettons qu'il y a vraiment juste des vétérans où tu n'as pas le choix d'aller en reconstruction, je sais pas. Je suis d'accord, Jacob, mais en même temps, tu regardes Barzal, il a 27 ans. Dobson a 25 ans. Sorokin a 29 ans. Présentement, les Islanders ont à peu près pas d'espoir. Disons, tu vas chercher Matthew Schaefer, tu vas chercher un autre jeune talentueux de premier plan. Ça va prendre au moins 3, 4, 5 ans pour que ces gars-là arrivent à maturité. Ouais. Pourrait jouer dans la Ligue nationale, mais avoir un impact, c'est une autre chose. Là. Dans 7-8 ans, peut-être même. Puis rendu là, Noah Dobson va être un défenseur qui va être déjà dans la trentaine. Matthew Barzal va être dans le milieu de la trentaine. Bref, ces gars-là qu'on se dit, hey, ils sont jeunes en ce moment, ils vont plus avoir le même impact dans quelques années. Alors, je crois personnellement que tu es mieux de maximiser leur valeur en ce moment, accélérer ce processus-là de reconstruction, puis oui, tu vas partir de plus bas. Il y a des excellentes QV avec des joueurs de grand talent qui arrivent dans les prochaines années. Puis si tu es capable de profiter de ça, là, tu vas être bien mieux reparti qu'avec une bande de joueurs corrects, des contrats corrects, ce qui est le cas présentement. Tu sais, c'est comme si tu joues au Monopoly puis tu viens de passer go, tu as ramassé 200$ gratis. Ouais. Les Islanders de New York n'étaient pas en reconstruction cette année. Oui, OK, transaction Brock Nelson pour du futur, chapeau, mais le point reste le même. Ils ont tenté de faire les séries et du ciel... Un cadeau du ciel, ils obtiennent le premier show total. Ça, c'est une année complète de reconstruction que tu t'es sauvé. Là. Absolument. Tu peux commencer. C'est comme si l'année prochaine, tu tombais à l'an 2 de ta reconstruction. Ouais. Et les repêchages qui s'en viennent, chapeautés en tête de liste par Gavin McKenna et Landon Dupont, mais il y en a des excellents des joueurs. Ouais. C'est beaucoup profond. Là. Fait que si tu te retrouves à finir
32e ou 31e. Dans le pire des scénarios, tu draftes 4. Tu auras quand même des joueurs d'impact. Moi, je pense que tu as besoin de 2 mauvaises années. Et après ça, tu repars la machine. Ouais. Si tu t'entêtes à conserver tes vétérans, OK, parfait. Tu vas peut-être faire les séries. Tu vas peut-être les rater de peu. Mais tu vas surtout repêcher 15e. Et là, tu ne vas pas entourer Matthew Schaefer et Andersley. Tu ne seras pas meilleur avec un an de plus. Ryan Pollock ne sera pas meilleur avec un an de plus. Adam Pelech non plus. Scott Mayfield non plus. Pierre Engvall non plus. C'est juste là que moi je me dis, les Islanders de New York ont une belle occasion de tirer profit de des gros pêchages qui sont vraiment considérés excellents et aller maximiser tout ça. OK, tu veux pas transiger tout le monde? Garde Dobson. Il est prêt à s'entendre à long terme avec toi, il a 25 ans, garde-le. Mais Horvat, Barzal, Sorokin, Bye bye. t'as pas le choix d'écouter. C'est ça. Puis, vous avez vraiment des excellents points par rapport à ça, mais dans ma tête, je me dis, est-ce que le marché est prêt à avoir des années de misère? Parce que si tu veux vraiment maximiser tes chances... Ça, c'est l'autre bon point. Si tu veux maximiser tes chances d'avoir vraiment une meilleure équipe à la fin de la reconstruction que ce que tu as présentement, qui n'est pas une équipe de tête, là, on s'entend non plus, il faut vraiment que tu sois dans la cave. Il faut que tu claires l'alignement au complet. Il faut que tu t'assures là, d'être vraiment dans la loterie pour les McKenna et les Dupont. Fait qu'est-ce qu'on est prêt à faire ça à 2 années de grosse misère, style les Hawks des dernières années? Je sais pas. Les Islanders, c'est pas un marché qui est facile. Rappelez-vous, avant que John Tavares arrive, là, c'était cette équipe-là qui était possiblement supposée déménager à Québec. Là. Ouais. C'est pas un marché qui est acquis. OK, on a un nouvel aréna puis tout. Puis regardez, déjà cette année, on était dans le dernier tiers des assistances de la Ligue nationale, une moyenne de moins de 16 000 personnes à chaque match. J'y étais cette année. Ouais. Dans un match de 4 points pour les Islanders de New York, en pleine course aux séries. Il y avait plus de partisans du Canadien en place. Voilà. Alors, j'exagère à peine, mais il y avait beaucoup de bancs vides et beaucoup de chandails rouges. Alors, je crois que la décision rationnelle, c'est de faire la reconstruction. Après ça, le propriétaire, est-ce qu'il va vouloir aller dans cette direction-là? Parce qu'un autre aspect, par contre, qui pourrait être intéressant aussi, c'est que, on parle, par exemple, d'échanger un Matthew Barzal, un Ilya Sorokin. T'es pas obligé de juste avoir des choix pour ces gars-là. Ben non, tu peux y aller avec des espoirs qui ont déjà 19, 20, 21 ans. Je donne un exemple, très, très hypothétique. Par exemple, tu échanges Matthew Barzal au Canadien de Montréal. T'es pas obligé d'y aller juste pour des choix. Tu peux aller pour un Michael Age qui a 19 ans. Peut-être si tu es intéressé par un Logan Mailloux qui a 21 ans. Tu n'es pas obligé de seulement viser des joueurs de 18 ans qui, eux, vont être bons dans 5-6 ans. Tu peux aussi viser des gars qui sont un peu plus vieux, qui vont arriver à maturité plus rapidement. Et moi, c'est exactement ça que je ferais. Puis tu peux avoir les deux, en fait. Oui. Le pour premier la qualité choix de ces joueurs-là. Là, et l'espoir. Ouais. On s'entend pour Les Matthew deux en même Barzal. Là, tu peux avoir au moins un choix de premier tour et un espoir B+, à moins. Là. Si pour Brock Nelson, tu as eu un premier choix avec Alan Ritchie, pour Matthew Barzal, tu peux avoir beaucoup. Peut-être plus que ça. Puis là, si tu combines Barzal et que tu combines Horvat et que tu combines Sorokin, tu peux virer ta franchise super rapidement. Et Dobson à voir. Mais je comprends Dobson, la réticence des gens. Oui. C'est vrai que c'est un cheval. C'est vrai qu'il a 25 ans. Mais le problème, c'est Dobson, il veut-tu s'engager à long terme avec cette équipe-là? Si tu prends l'avenue de la reconstruction, est-ce que lui va vouloir rester? Puis c'est pour ça que je te dis, tant qu'elle signe juste 2 ans, parce qu'il est joueur autonome avec compensation, tant qu'elle signe juste 2 ans, puis tu as retrouvé qu'une patate chaude dans 2 ans, tu peux tirer avantage de sa valeur. Puis Dobson, je vais donner un autre exemple, hyper hypothétique encore une fois. Les autres gagnants de la loterie. Le Mammouth de Utah, il faut s'habituer à les appeler comme ça. 4e choix au total. Eux, on le sait, là, ils ont un propriétaire qui est très agressif. Il veut gagner rapidement. Je lance ça de même. Tu te fais offrir le 4e choix pour Noah Dobson. Avec ton premier choix, tu repêches Matthew Schaefer. Avec ton 4e choix, tu repêches James Higgins, le gars de la place, le gars de Long Island. Ça commence à être vraiment intéressant aussi. Noah Dobson, tu pourrais avoir énormément pour ce joueur. Oui, exact. Non, ça va être intéressant à surveiller. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Vous avez le droit, vous pouvez l'écrire en commentaire sur la vidéo YouTube ou sur nos différentes plateformes. On aime toujours ça, vous lire. On parlait de recyclage un peu plus tôt. Un qui est allé dans le bac pendant une couple d'années, puis finalement qui revient au plus fort de la course, Joel Kenville. Lui qui évidemment avait été écarté dans toute l'histoire Carl Beach avec les Blackhawks de Chicago, sera maintenant l'entraîneur-chef des Ducks d'Anaheim. Moi, il y a des petits trucs qui me chicotent là-dedans, les gars. Ouais. Puis, tu sais, Martin Leclerc, qui est un journaliste que j'adore, qui va toujours au fond des choses, nous a vraiment dressé la nomenclature de l'histoire, puis comment que Kenville avait appris les nouvelles. OK, est-ce qu'il savait tout? Peut-être pas, mais il était quand même au courant, et il a conseillé au propriétaire de mettre le couvercle sur l'histoire parce qu'il ne voulait pas déranger les joueurs en préparation de la finale de la Coupe Stanley, qu'on a finalement remportée. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Honnêtement, si tu savais, tu peux pas te présenter à ta première conférence de presse
et dire si j'avais su, j'aurais pris des actions concrètes et immédiates. J'aurais aimé mieux qu'il fasse patte blanche autrement. Ouais. J'aurais aimé mieux qu'il dise j'étais un entraîneur-chef, j'ai adressé la situation, j'ai émis mon opinion, je me suis trompé, c'était pas la bonne décision, mais au final, c'est le propriétaire au-dessus de moi qui a pris le call. Tu sais, tu peux pas dire si j'avais su alors que tous les rapports indiquent Qu'il savait. que tu savais. Je trouve que tu pars un peu sur une mauvaise note. Ça, c'est sûr. Puis c'est un sujet qui est vraiment délicat. Tu sais, je crois que sur cette embauche-là, il y a 2 facteurs. Tu as le facteur hockey sur la glace, dont on va parler après, mais tu as tout le côté à l'extérieur de la glace, humain à travers tout ça, où tu as eu des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles directement à cause du manque d'action, en fait, de certaines personnes chez les Blackhawks de Chicago. Puis c'est un gros éléphant dans la pièce. Puis tu l'as dit, dans le cas de Kenville, ça ne sert plus à rien de mentir. Ça ne sert plus à rien. Sois transparent, sois ouvert avec toutes les démarches que tu as faites, parce qu'on le sait que je pense qu'il a appris de ses erreurs. Il a procédé à des démarches dans les dernières années. Il a beaucoup parlé à Kyle Beach, notamment, et à d'autres victimes d'agressions sexuelles pour essayer de, je pense, mieux comprendre ce genre de situation-là. Sois transparent, parce que ça ne sert plus à rien de mentir. À ce point-ci, le mal a déjà été fait. Mais tu sais, est-ce qu'il a réellement appris de ses erreurs s'il s'en va dire ces choses-là en point de presse? Puis je trouve ça dommage, tu sais, le public général, puis surtout du côté, mettons, de Anaheim, qui ne suit pas nécessairement le hockey, ces choses-là. Faut que tu creuses quand même pour savoir le fait qu'il savait. Ouais. Et lui se présente en point de presse et dit des choses comme ça. Finalement, il a peut-être pas nécessairement appris. Là. Et, théorie du complot, est-ce qu'on a essayé un peu de camoufler cette embauche-là? Parce que rappelez-vous, l'annonce officielle de Joel Kenville, c'est venu genre quelques minutes après que le pape a été voté, a été annoncé, alors que beaucoup de l'attention dans l'éclipse médiatique. beaucoup de l'attention médiatique était un peu détournée. C'est sûr, Anaheim, c'est pas un méga marché de hockey, c'est pas un méga marché médiatique. Je sais pas si Théorie du complot ou juste ça brillance s'arrange bien les d'esprit choses. de la relation Ouais. publique? Tu sais, pour moi, c'est pas un complot, c'est juste des gens brillants. Ouais. C'est- Essayer de mettre ça un petit peu en dessous du tapis, puis écoute, il y a moins de gens qui vont voir passer ça, qui vont chialer, ils ont la tête ailleurs. Exact. Mais tu sais, je regardais un peu le dossier de ça. Du côté des Ducks d'Anaheim, bon, ils se connaissent, le Verbeek et lui, ils ont joué ensemble du côté des Devils et du côté de Hartford à l'époque. Et veut pas, tu sais, les gars, on regarde tous les bulletins de nouvelles comme probablement la très grande majorité des gens qui nous écoutent. Quand il y a 16 games le soir, parce que les 32 équipes sont en action, c'est rare que les 16 matchs sont représentés. Habituellement, il va en avoir une grande partie, mais ils ne seront pas tous là. Il y a des équipes qu'on appelle, en jargon, NPC. Des équipes qui sont un peu... tu sais, ils sont là, mais tu ils penses sont pas à pas eux. vraiment intéressantes. Non. Mettons, avant Patrick Roy, les Islanders de New York, c'était une bonne équipe Ouais. NPC. Ouais, Tu sais, il y a j'aime ton terme. Non, mais il y a des équipes comme ça. NPC, ça veut dire Non-Playable Character. Ouais, ouais. C'est les joueurs dans les jeux vidéo. Mais les Coyotes, c'était ça pendant longtemps. C'est ça, exact. Mais les Coyotes sont tellement mauvais qu'ils en étaient quasiment Ouais. pertinents. Le Kraken, je trouve que c'est un Ouais. bon exemple. Le Kraken, c'est très bon. Le Kraken, ça, c'est Et une même équipe- leurs joueurs, tu pourrais dire que c'est des NPC. Exact. C'est pas des équipes vraiment qui marquent l'ordinaire. Les Dogs d'Anaheim, jusqu'à un certain point, c'est pas une équipe qui attire tant que ça les foules. Non, non. Non. Il n'y a pas beaucoup de projecteurs projetés vers les Ducks d'Anaheim. Avec l'embauche de Kenville, tu te mets plus sur la map. Il y a ça aussi à considérer, l'aspect marketing de la chose. Tu deviens une équipe, entre guillemets, plus pertinente. Et tout ça dans un contexte où les Ducks vont investir 4 milliards dans le Honda Center, dans tout le complexe, l'aréna et ce qu'il y a entour. Fait que quand tu investis un aussi gros montant d'argent, tu veux rentabiliser. Fait que c'est sûr qu'en allant chercher un gros nom, avec un désir de gagner, parce que Kenville, on peut lui reprocher bien des choses, dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est le deuxième coach qui a le plus de victoires. Fait Ouais. qu'il sait gagner des matchs de hockey quand même, Oli. Et dans l'autre marché, celui avec lequel tu rivalises, les Kings de Los Angeles, ça stagne un petit peu. Les Kings, bon, là, justement, nouveau directeur général. On ne sait pas trop quelle direction ils vont prendre. Ça plafonne depuis plusieurs années à Los Angeles. C'est ta chance, si t'es les Ducks, pas nécessairement de conquérir le marché de LA, parce qu'on le sait que, d'abord, avant tout, il y a plus de fans des Kings dans cette région-là. Les Ducks sont un peu géographiquement situés différemment, mais ça reste que c'est ta chance quand même, avec le jeune noyau que tu as, si t'es capable de gagner rapidement, d'envoyer un message, de tasser un petit peu les Kings de Los Angeles. Puis, ça reste que Joel Kenville, je le dis, c'est un excellent coach. Et je sais pas s'il y aurait des parallèles à faire. Non, en fait, pas de parallèles à faire nécessairement, mais tu sais, quand Kenville est arrivé à Chicago, c'était une jeune équipe. Tu sais, avec les Kane, Taze, etc., qui a été capable de gagner très rapidement. On a gagné 3 Coupes Stanley. Bon, je pense que niveau talent, c'est pas comparable, les deux organisations.
Mais est-ce qu'il va être capable d'avoir ce genre d'impact-là chez les Ducks d'Anaheim? Ça va être intéressant. C'est sûr que ça va être intéressant et ça va être à surveiller. D'ailleurs, si vous voulez parier sur les matchs des Ducks d'Anaheim l'année prochaine, je vous invite à le faire via le site de ubet.io. Inscrivez-vous avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Dans les derniers jours, il est tombé un exercice vraiment intéressant. L'équipe quart de siècle de la Ligue nationale de hockey, 25 joueurs qui ont le mieux performé dans les 25 dernières années de la Ligue. Il y a quelques points d'interrogation qui m'est venu en tête lorsque j'ai consulté cette liste-là. Les gars, à brûle pour point, qui est le plus grand oublié de cet exercice, qui honnêtement n'est pas facile à faire, là, très difficile de rendre tout le monde satisfait, j'en suis bien conscient, mais je serais curieux d'avoir votre opinion. Je vais commencer avec toi, Jake. C'est qui, selon toi, le joueur qui a été le plus grand oublié? Je regarde ça, il y a des gars comme Kucherov, qui est un assez grand oublié dans cette liste-là pour moi. Sinon, on a seulement Kane du trio Keith, Kane et Taze. Je pense que c'est Taze et Keith, ça aurait été des gars aussi qui auraient pu figurer sur cette liste-là. Assurément. Taze peut-être un peu moins, mais Keith, oui. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Pour moi, c'est devant le filet que j'ai beaucoup de questionnements. Patrick Roy qui a été choisi là alors qu'il a disputé 3 saisons dans les années 2000. Ouais, ça fait T'as 2 gars auxquels je pense rapidement, Andrei Vasilevskiy et Sergei Bobrovsky, qui ont des Vézina, qui ont des Coupes Stanley, qui toute leur carrière a eu lieu dans les années 2000. Dominique Hachek aussi, je te dirais. Dominique Hachek. Hachek qui a quand même joué 8 saisons là, dans la décennie des années 2000. Là, pour moi, sur 8 saisons, l'échantillon est assez gros. Exactement. Puis, je veux pas critiquer personne, mais tu regardes un Marc-André Fleury. Pour moi, Marc-André Fleury a jamais été le gardien élite que des gars comme Hachek, Vasilevskiy, Bobrovsky. Je peux même ajouter le nom d'un Pekarini à travers tout ça qui a réalisé des miracles avec les Prédateurs de Nashville. Oui, Fleury, quand tu regardes son pedigree, il y a des moments intéressants, mais ça reste que sur ces 3 Coupes Stanley, il y en avait juste eu une comme partant. Il y a seulement un Vézina. Il n'y avait pas nécessairement le niveau d'excellence quand il était à son meilleur que ces autres gars-là ont eu. Mais c'est sûr que Patrick Roy, c'est vraiment questionnable. On est allé pour son nom versus la carrière. Exactement. On n'a pas pris l'exercice sur les 25 dernières années, on a regardé vraiment la carrière en tant que telle. Ouais. Tant qu'à ça, sinon, on regardait Mario Lemieux. Là. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, c'est que le but du jeu n'était pas ça. Puis moi, Puis là, comprenez-moi bien, je veux pas être méchant ou je veux pas. Mais un gars comme Johnny Gaudreau, on le sait que c'est une tragédie, on le sait que c'est très triste. J'aurais eu aucun problème à ce qu'on fasse une belle mention, mais de là à l'inclure dans les 25 joueurs de la décennie, des petites réserves quand même. À la place d'un gars comme Kucherov qui a 3 championnats des compteurs, puis qui est peut-être le meilleur ailier de la Ligue nationale depuis 6-7 ans. Encore nommé au Hart, va encore gagner le Hart Ross, a déjà gagné le Hart, a gagné des coupes. Alors que Gaudreau n'a aucun trophée à son actif qui sont comparables. Mais je comprends l'histoire, je suis capable, déjà un cœur, ça va, mais ça reste que ça m'a un peu... mais c'est pas un exercice qui est facile à faire. Pour vrai, je ferais l'exercice, puis je recevrais autant de critiques. Puis c'était fascinant, honnêtement, sur les médias sociaux, parce que l'équipe a été dévoilée, et là, tu voyais les commentaires. Les personnes du Canadien réclamaient des joueurs du Canadien, les personnes des Kings, les joueurs des Kings, etc. Puis c'est tout à fait normal. Il n'y en aura qu'un seul joueur du Canadien qui s'y retrouve, Carey Price, sans surprise, honnêtement. Il mérite très bien sa place. Il a quand même été considéré comme le meilleur gardien de cette génération pendant plusieurs années. Là, de là Puis, contrairement au gardien de but que tu as nommé tout à l'heure, il a été drafté en 2005. Fait que lui, c'est sa décennie complète. C'est sa carrière au complet qui figure dans les 25 années. Là. Ouais. Je pense qu'on a tendance un petit peu à Montréal à surélever un petit peu Carey Price vis-à-vis d'autres gardiens de sa génération. Moi, j'ai de la misère à dire qu'il a été tant meilleur qu'un gars comme Henrik Lundqvist, tant meilleur qu'un gars comme Pekarini ou Andrei Vasilevskiy, Sergei Bobrovsky, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun doute qu'il est dans les meilleurs gardiens du quart de siècle. Tu sais, un Hart, un Vézina, il y a eu des saisons tout simplement incroyables. Exact. Puis tu sais, je comprends, là, puis je suis capable de reconnaître que c'était des grands gardiens, mais il y avait une qualité de joueur devant eux que Price n'a jamais eu à Montréal. Je suis pas d'accord, là. Ben, les Prédateurs de Nashville se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Leur meilleur pointeur, c'était genre Victor Arvidsson. Pekarini, mais il y avait quand même une équipe qui avait quelques éléments intéressants. Là. On avait une profondeur à l'attaque qui était pas extraordinaire. Ça vient de la discussion qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a pas nécessairement de super vedettes. Le plus gros nom, c'était Subban de par sa flamboyance en arrière. C'était quand même un gagnant du Norris. Là. Exact. Mais mon point, c'est de dire qu'on avait une équipe quand même qui avait une belle petite attaque. Là. En tout cas, ça fait quand même quelques années, là, mais les Prédateurs, moi, je trouvais pas que... Oui, Pekarini avait son mot à dire, mais... Okay, ou même Henrik Lundqvist, par exemple, l'année où les Rangers se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. En 2014. Oui, Kreider, évidemment.
c'était pas les équipes maintenant Panarin, Zibanejad avec Non. énormément de talent offensif. Mais c'est C'était quand des même- Derek Stepan puis des gars comme ça. Ouais, des C'était- Ryan Callahan, des Dan Girardi, des Martin Ouais, Saint-Louis. c'est pas des grands noms non plus, là. Je comprends, mais Carey aussi avait pas des grands noms, Ali. Là. Je sais, mais c'est pour ça que moi, je trouve juste qu'à Montréal, on a tendance à surélever Carey Price comme si il était à des années-lumière de tous ces autres gardiens-là. Alors que, oui, il y a eu des pics incroyables, Carey Price, mais si tu compares sa carrière à celle des autres gardiens de sa génération, tu peux pas dire qu'il était de loin au-dessus de tous ces Je autres te dirais pas qu'il était de loin au-dessus de tout le monde, mais il était au-dessus de tout le monde. Pendant une certaine période. Là. Courte période, pareil. Là. Tu sais, il y a eu un pic. Tu sais, il y a seulement 2 dominations au trophée Vézina, Carey Price. C'est pas vrai que pendant 10 ans, il a été dominant année après année. Ça, je suis Il y a eu capable de beaucoup l'accepter. blessures, il y a eu des saisons difficiles, peut-être des affaires hors la glace, peu importe, je sais pas, mais c'est pas vrai que pendant 10 ans, là, c'était lui le meilleur gardien de la LNH, puis il n'y avait pas de débat année Non, après année. ça, je suis prêt à te le donner. Ça, c'est vrai. Ceci dit, je pense que c'est en raison de blessure, parce qu'il aurait pu avoir cette période-là, Oui. mais là, on rentre dans les spéculations et ça Exactement. sert pas le débat. Mais pour moi, Carey Price, le plus grand nombre de victoires chez les Canadiens de Montréal en tant que gardien, Ouais. pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Temple de la renommée, puis c'est Non. chandail retiré. Parce C'est que, sérieux. assurément que je suis sérieux. C'est sérieux. Pour plusieurs raisons, même, je te dirais. Toi, tu ne retires pas son chandail? Aucune chance. Toi, Jacob? Ouais, moi je le retire. Ah, les gars. Mais c'est parce Les que gars. c'est parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Puis le gardien de but était forcé de maintenir l'adversaire à un nombre infime de buts pour se donner une chance de gagner. Et pratiquement seul, il a transporté l'équipe en 2021 pour les amener jusqu'en finale de la Coupe. Il l'a pas gagné. On s'entend que s'il avait gagné une Coupe, tu n'aurais pas le même discours. C'est Non, le- effectivement, 100%. Bon, OK, 100%. bon, OK, c'est bon. C'est vraiment la prémisse principale, quasiment la seule prémisse de mon argument. Moi, je trouve que cet argument-là, il est un peu surfait. Parce que si tu regardes tous les noms qu'il a accrochés au plafond, ce sont des joueurs, des très grands joueurs, là, on s'entend, mais qui jouaient dans des époques où il y avait beaucoup moins d'équipes. Tu sais, là, quand le Canadien a gagné en 86, il y avait 21 équipes. Maintenant, il y en a 32. Tu comprends qu'un joueur, là, mettons qu'on y va purement statistique, là, on oublie la notion du hockey, puis on est plus dans un fichier Excel, là, ça prend 32 ans avant qu'une équipe gagne la Coupe Stanley si la roue tourne. Là. Ça veut donc dire qu'il y a des grands joueurs, s'il y avait un grand joueur dans les 32 équipes, qui ne pourraient pas gagner la Coupe. Mais Carey Price a eu sa chance de mener son équipe à une Coupe Stanley. En 2021, il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Puis je suis d'accord que le Canadien, beaucoup moins de talent dans sa formation que le Lightning. Mais ça reste qu'il a été mauvais. Beaucoup moins de talent que les Leafs, beaucoup moins de talent que les Oui, Jets, ok. beaucoup moins de talent que les Golden Knights. Mais rendu en finale, Carey Price a été mauvais au début de la série et ça a coûté la finale au Canadien. Carey Price n'a pas été mauvais. Philippe Danault a fait une erreur monstrueuse dans le match 1 ou 2, puis Joel Edmondson a rejeté la rondelle derrière lui sans regarder, puis ça a donné un but gratis. Carey Price était mauvais dans le match numéro 3, le match qu'ils ont perdu 5-1, le match que Dominique Ducharme est revenu de la COVID. Il n'a pas été extraordinaire comme on a vu dans les matchs précédents. Il n'a Alors pas été à la hauteur de son fin de la statut. finale, on s'entend qu'il a été extraordinaire. Match Au 4 début, et 5. Il y a eu un relâchement. Il y a eu Je un suis relâchement d'accord. au début. Il était au bout du rouleau. Ça, je suis capable de... Exactement. Mais mauvais, je te trouve un tantinet sévère. Peut-être que c'est un peu sévère, mais tu sais, ça reste qu'il y avait quand même sa chance. Puis il y a d'autres gardiens qui ont été mis dans cette position-là dans les dernières années, ils l'ont fait. Je veux dire, Jordan Binnington a mené un club qui, à un certain moment, était dernier dans la Ligue nationale de hockey. Il a réussi à l'amener puis à gagner une Coupe Stanley. Tu sais, il y a des gardiens au talent inférieur à Price qui ont réussi à Mais gagner ça reste la un Coupe sport Stanley. d'équipe, Oli. C'est pas juste l'affaire d'une personne. Je le sais, mais quand on parle en séries éliminatoires, le gardien, c'est celui qui fait la différence. Et pour moi, quand tu parles de retirer un chandail avec le Canadien de Montréal, il y a une connotation historique à ça. Et si tu retires le chandail d'un gars comme Carey Price, qui n'a pas de Coupe Stanley, tu abaisses le standard. Tu sais, on pourrait faire un exercice, les gars, là. Fermons les yeux, puis pensons à tous les chandails qui ont été retirés au Centre Bell. Les Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, on voyait dans les gardiens, avec Ken Dryden, Jacques Plante, Patrick Roy. Ils ont tous des Coupes Stanley. Patrick Roy a gagné une Coupe Stanley en 86 avec un club qui avait quoi? C'est-tu 9, c'est-tu 11 recrues? Il a été capable de faire des miracles pour amener son équipe à terme. Et c'est ça qu'un gardien transcendant, légendaire va faire. Malheureusement pour Carey Price, il l'a pas fait. Puis c'est ce qui fait en sorte que son 31 va jamais être retiré. Mais tu sais,
Moi, je continue à penser que ça va être l'inverse, mais ne serait-ce que pour l'aspect marketing et la nouvelle génération Non, et le ça va être porte-étendard. triste comme journée. Là, Non, on non, va ça faire sera pas ça va triste. être Ça sera pas triste. C'est Les la- époques ont changé. Tu me parles de... Tu sais, Howie Morans a une statue. On s'entend-tu Ouais. que la statue, c'est plus élevé que le chandail retiré? On s'entend-tu là-dessus? À Montréal, oui. Bon. Il y a une statue, Howie Morans. Il y a 400 points en carrière. Et c'est Il y la a- première il y a- grande légende du Il y a Canadien. 2 Coupes Stanley dans un contexte qui avait juste 6 clubs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut être capable de s'ajuster avec les époques. Dans pas long, là, parce que là, on a encore ouvert la porte à l'expansion d'Atlanta, mais ça, c'est un autre dossier, là. Dans pas long, il va y avoir 36 équipes dans la Ligue nationale de hockey, là. Je trouve que l'argument de la Coupe Stanley, ça va être très difficile à soutenir. Donc ça veut plus rien dire gagner une Coupe Stanley? C'est pas que ça veut plus rien dire. C'est que tu peux pas juger seulement la carrière d'un joueur et tous les accomplissements qu'il a fait là-dessus. Parce que Price, c'est pas de sa faute si Marc Bergevin n'a pas été capable de l'entourer. Price, c'est pas de sa faute si pendant tout son parcours à Montréal, il n'y a pas eu un mot de joueur qui a fait 85 points. Pas un! 85 points. L'année prochaine, on pourrait avoir 3 joueurs avec le club qui fait points par match. Ouais, mais c'est dommage. J'ai été là à la mauvaise époque, mais ça reste qu'au final, il y a un standard chez le Canadien de Montréal. Ça, c'est un standard qui perdure depuis 116 ans. Puis ce standard-là, c'est que si tu veux avoir ton chandail qui est retiré, peu importe qui, t'as pas besoin d'avoir été le plus grand joueur de ton époque. Tu sais, des Émile Butch-Bouchard ou des Elmer Lack, on retourne vraiment il y a longtemps. C'était pas les meilleurs joueurs de leur équipe respective, mais c'était des joueurs qui ont performé sur des équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. Carey Price gagne en 2021, il goal sur sa tête dans la finale contre le Lightning, il gagne la Coupe Stanley. Aucun débat, son chandail est retiré, on n'en parle même plus. Non, ça c'est sûr. Mais il l'a pas fait quand ça comptait le plus, alors qu'il aurait pu le faire. Et c'est pour ça que son chandail, selon moi, devrait jamais être retiré. Le problème, c'est que le standard auquel tu fais référence, pour moi, c'est un standard d'équipe. La Coupe Stanley, ça se gagne en équipe. Mais moins le pour les chandail gardiens. retiré, pas moins pour les gardiens. Le gardien, quand tu gagnes une Coupe Stanley, a plus de crédit que le reste de l'équipe. Parce que le gardien, plus souvent qu'autrement en séries éliminatoires, va mettre son équipe sur ses épaules, va faire des arrêts clés quand ça compte, va être un mur. Puis c'est le gardien, il y a une plus grosse part de responsabilité dans la victoire en série qu'un autre des 18 autres individus qui sont sur la glace. Je comprends, mais en même temps, ça reste que le chandail retiré, c'est une affaire individuelle. Et individuellement, Price a été excellent à son passage à Montréal. Puis si tu veux mon avis, en 2021, après avoir éliminé les Golden Knights de Vegas, Price était mon favori pour gagner le Conn Smythe cette année-là. Ouais. Il aurait même pu le gagner dans la défaite s'il Ouais. n'avait pas eu ce... Tantôt, tu as fait référence à ses faux pas en début. Puis c'est vrai, là, ça a été plus compliqué. Particulièrement le match de 5-1. Je viens de mémoire, là, mais il me semble que c'était ça, 5-1. Ouais, 5-1, match 1, 3-1, match 2, 6-3, match 3. OK, bon, mais moi, je fais référence au match de 6-3 dans le match 3. Ouais. C'est là où est-ce que ça a été difficile. 2 buts rapides en première période, alors qu'on revenait au Centre Bell, ça a tué la foule, on n'a jamais été dans le coup, et on s'est retrouvé 0-3 dans la série. Il a très bien fini par la suite. Jean-Sébastien Giguère, là, puis là, je mélange un petit peu les pommes et les oranges, mais je veux quand même t'amener là. Jean-Sébastien Giguère, quand il a gagné le Conn Smythe en 2003, avec les Ducks d'Anaheim, il a perdu, là. Il a perdu la finale contre les Devils New Jersey. Mais pour moi, cette prestation-là, c'est l'équivalent d'une Coupe Stanley. Connor McDavid, quand il a gagné le Conn Smythe l'année dernière, il n'a pas sa coupe. Mais c'est comme si tu disais, toi, t'as eu A+. Le reste de ta gang a échoué l'examen. Si tu gagnes le Conn Smythe dans une équipe perdante, oublie Price une seconde. Ouais, mais là. McDavid l'an passé, là, il aurait préféré avoir Z- dans son examen, mais gagner la coupe. C'est pas qu'à ça, plus mais finir avec le Conn c'est Smythe. pas ça ma question. Ma question, c'est juste de dire que parfois, un joueur peut avoir une performance individuelle qui sort de l'ordinaire et que c'est pas à cause de lui. Puis encore une fois, je m'éloigne un peu de Price, là. Je te parle plus dans le sujet en général. Un joueur peut vraiment avoir des performances transcendantes en série, mais ne pas quand même soulever la coupe. Mais parce que retirer un chandail, c'est pas seulement individuel comme honneur, parce que ça reste que c'est emblématique pour toute l'organisation, pour toute la franchise, pour tout le logo du Canadien de Montréal. T'sais. Oui, OK, on récompense individuellement cette personne-là, mais c'est symbolique. C'est que tu t'ajoutes à un ensemble de légendes dont plus personne ne pourra porter le numéro. C'est pas juste tes accomplissements individuels, c'est qu'est-ce que tu as apporté à l'organisation, à l'histoire de la franchise. Et tant que Carey Price aura pas... Ben, puisque Carey Price aura pas réussi à faire ce que les autres ont fait Quand il y avait moins d'équipes, quand il y avait moins d'équipes,
Mais ce que les autres ont quand même réussi à faire, parce que, tu sais, oui, il y avait moins d'équipes, mais le Canadien était la meilleure de toutes ces équipes-là. On a réussi à dominer pareil. Les Rangers ont Mais c'est ça le gagné point, très le peu de Coupes Canadien Stanley. n'a Ils ont réussi jamais à le été faire, mais dominant. crédit à eux. Oui, Crédit à eux d'avoir crédit au gagné 5 DG. Coupes Stanley de suite, puis crédit... Crédit au DG d'avoir bâti l'équipe. Ben là, on Moi, je trouve retirera... que c'est cette notion-là, je trouve que... Non, mais c'est parce que tu ouvres la porte. OK, là, c'est quoi? On va retirer le chandail à Markov, puis rendu là à Plekanec, puis à Dale Weiss. T'es de mauvaise Non, foi. mais T'es de là- mauvaise foi. mais là- J'ai jamais dit qu'André Markov là- était le meilleur défenseur de sa génération. J'ai jamais dit ça. Je sais, mais on ouvre la porte à quelque chose d'autre. Je te C'est une dis- boîte de Pandore. Je te dis juste que pendant que Price est à Montréal, on n'a jamais soigné pour la clôture. Il n'y a jamais eu une année où est-ce qu'on s'est dit on y va all-in. Prenez nos espoirs. Prenez nos choix de premier tour. On se pacte un club, puis on y va. On est tout le temps resté dans la mentalité ah, mais si on fait les séries, tout peut arriver. C'est ça qui est arrivé. Puis ça a été une erreur. Lorsque tu as un noyau qui est capable de faire la différence, il faut que tu appuies sur l'accélérateur. On Mais s'en là- fout de ton choix 29, là. C'est pas important, là. Mais là, tu me parles de Marc Bergevin. T'es pas en train de parler de Carey Je le Price. sais, je te dis juste que c'est frustrant que Price, parce qu'il y a eu de l'incompétence autour de lui à certains niveaux, fait en sorte que maintenant, il va prendre sa retraite, parce que c'est pas encore officiel, sans Coupe Stanley. C'est juste ça que moi, je trouve un peu frustrant à travers ça. Puis écoute, il risque d'être intronisé au temple de la renommée. Fait que c'est une étape de plus vers ce que tu Ah, souhaites. mais Temple de la c'est-à-dire- renommée, il n'y a aucun doute. Parce que Oui, Temple de oui, la oui. renommée, c'est le hockey en général. Je suis d'accord. Ouais. Ça va être intéressant de voir s'il rentre dès cette année, par contre, parce que C'est une grosse seulement, cuvée, seulement 4 joueurs rentrent par année, puis c'est vraiment une grosse cuvée. Là. T'as Chara, t'as Duncan Keith, t'as Joe Thornton. D'après moi, Price va être le 4e, mais tu sais, t'as des Ryan Getzlaf, puis t'as le classique d'Alexander Mogilny, tout ça. Là, fait que il Ouais, risque de rentrer cette année. Ouais, il n'y aura pas de vieux joueurs, je pense, cette année. Non, Ça va il y a- être, Parce on- que les gars que tu viens de nommer, Thornton, c'est une évidence. Ouais. Chara, c'est une évidence. C'est qui l'autre, tu m'as nommé? Duncan Keith. Duncan Keith, c'est une évidence. Getzlaf rentrera Je- pas cette année. Non, je pense que Getzlav va sauter un tour. Puis- Tuukka Rask, éventuellement aussi. Mais tu sais comment ça marche, le temps de la renommée. Là. c'est un boys club. Tu sais, moi, j'adore le temps de la renommée du baseball parce que c'est clair. Voici le pourcentage. Voici... Oui, mais tu sais, est-ce que les meilleurs joueurs de l'histoire du sport sont pas là? Ouais, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. C'est pas de ça que je parle. Moi, ce que je parle, c'est dans le système. Voici le pourcentage. Voici, tu as 10 ans pour rentrer. Tu as rentré parce que tu étais à 83,2 Chapeau. Tu étais à 57,8 tu pas rentré. La Ligue nationale de hockey, c'est comme si on se disait ah, mais ça fait longtemps que on n'a pas rentré un gars du Québec. Ah, on pourrait rentrer Carbo. On pourrait rentrer Carbo. On va rentrer Carbonneau. Bonne idée. Non, mais c'est un peu ça quand même. là. Ouais, je suis totalement d'accord. Tu sais, c'est très arbitraire. Puis là, il y a des années, tu fais comme l'année passée, c'était l'avalanche de gardiens, là, le Tom Barrasso et compagnie. Mike Vernon. Ah, OK, bon, là, on s'est assis et on s'est dit, on va faire rentrer les gardiens. Fait que moi, c'est là où est-ce que un petit peu de la difficulté avec le système puis le principe du temps de la renommée du hockey. Contrairement au baseball, il y a des années, il y en a 3 qui rentrent, des années, il y en a un qui rentre, puis c'est bien correct, puis on est très confortable avec ça. Ok, question pour toi, parce qu'il y en a un autre qui est éligible cette année, du nom de Piqué Souban. Est-ce qu'il rentre un jour au temple de la renommée du hockey? Je vais dire oui, mais je vais dire oui en raison du personnage télé. Je pense que Ouais. Piqué Souban va rentrer au temple de la renommée, pas parce qu'il l'a accompli sur la glace. Évidemment, le Norris Side, là, on s'entend, là, tu me comprends. Là. C'est Paul Bissonnette, quand même, qui est bon en TV, rentre jamais au temple, là, juste pour être sûr que ça soit bien clair. Mais Piqué, le fait que c'est un personnage à la télévision qui est constamment dans les projecteurs, qui est constamment là, ça fait bien paraître la Ligue, ça fait bien paraître tout le monde. À un moment donné, le réseau de télé va lâcher un petit coup dans de fil. 7 ans, il a une cuvée un peu plus faible. Exact. Mais vraiment pas first ballot. Non. C'est en tout respect pour Subban, il n'y a pas la carrière de Duncan Keith qu'on vient de parler. Là. Non. Fait que, mais je pense que dans. Puis ça revient exactement à ce que je viens de te dire. Parce que le temple de la renommée du hockey est comme un peu aléatoire jusqu'à un certain point, là, on se comprend bien. C'est ce genre de choses-là qui permet d'entrer des Piqué Subban, genre out of left field. Ouais. C'est comme ça que je l'interprète. Ouais. Puis Piqué Souban a une super belle carrière, mais quand tu penses temple de la renommée, tu sais, tu penses à des Niklas Lidstrom, tu penses à des Zdeno Chara éventuellement, tu sais, tu penses à des Joe Sakic. Joe Sakic, tu sais, Raymond Bourque, des grands défenseurs. Piqué Souban n'est pas là, mais en même temps, on pourrait comparer Piqué à d'autres défenseurs qui sont là, puis on serait comme c'est équivalent à peu près. Excuse-moi, je savais pas que tu t'en allais d'un défenseur. Je t'aurais pas proposé. Joe Sakic. Jake, pour toi, Subban, oui ou non?
Oui, ne serait-ce que juste sur le fait qu'il est un personnage qui a apporté beaucoup à la game, au hockey en général. Puis on le dit souvent, Tom le renommé, c'est le hockey au grand complet. Donc oui, il a amené beaucoup. Puis il continue à amener beaucoup au sport avec sa carrière justement à la télé et tout. Puis avec sa personnalité qui a été flamboyante, parce qu'il a ouvert des portes au niveau du hockey. Puis amener le produit qu'on a présentement au niveau des vedettes dans la Ligue nationale. Donc pour moi, c'est un oui, mais ça va prendre du temps. Ça sera pas tout de suite. Ouais, on aura probablement la réponse dans les prochaines années. Inscrivez-vous sur youbet.io avec le code radar et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt, jusqu'à 100$ canadiens. Merci les gars, encore une fois cette semaine. Super beau podcast. Ça a été le fun? Oui, ça a été le fun. Puis honnêtement, moi j'adore les confrontations parce que tu sais, la personne, elle te fait ouvrir les yeux puis t'amenais quand même d'excellents points. Fait que je reste sur ma position, mais je suis ouvert vraiment à ce que tu as avancé, Ali. Puis c'est pour ça que j'aime ça faire ça avec vous deux, parce que des fois, on peut arriver avec une idée préconçue, puis finalement, c'est quoi, j'avais pas vu ça comme ça. Et j'espère qu'on aura le même genre de discussion la semaine prochaine. Ouais, je suis totalement d'accord. Et maintenant, j'ai appris que peut-être qu'un jour, le chandail de Dewey va être retiré par le Canadien de Montréal. C'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. Moi, je lance un compliment, puis lui, il m'envoie... le job direct. Incroyable. La nouvelle génération. OK, salut tout le monde. À la semaine prochaine. Bye-bye.